Bonjour, bonsoir. On dit souvent que bien manger, c'est le début du bonheur. Derrière un bon repas se cache souvent la touche d'un grand chef. Un chef, un bon et un grand. On en reçoit ce numéro de PPLK. Jean-Louis Arthur JJ est notre invité pour ce numéro de PPLK. Avec lui, nous allons explorer l'immense univers gastronomique ivoirien et à l'international. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Deuxième jour de semaine, on égrène progressivement les jours de la semaine qui nous rapprochent inexorablement. Très bien vers la fin de saison. C'est pas qu'on n'a pas envie d'être en compagnie de nos téléspectateurs, mais... C'est comme tout être humain. On est là depuis un bon moment, on a besoin de vacances aussi, c'est rien de méchant. Ouais, c'est clair. Bon, on va faire comme les anciens animateurs menteurs. Ils sont très tristes en fin d'émission. Beaucoup de peine. Ouais, beaucoup de peine que je vous laisse. Quand il fait du oh là là, c'était fatigant. Bon, on a des kiffs et nos kiffs, les amis? Oui, moi j'ai un kiff ou un patron, un chef que je trouve très bienveillant. Et ce serait sympathique si tous les patrons étaient bienveillants comme ça. On se regarde ça. Moi, je le trouve bienveillant parce qu'à la réalité, il se préoccupe de la solidité des chaussures de ses employés parce qu'ils travaillent dans un endroit qui pourrait mettre leur santé en danger s'ils sont confrontés à des cas. Mais lui-même, il vérifie qu'ils aient mis des chaussures adéquates pour ne pas se faire mal, mais peut-être aussi pour ne pas avoir à payer des frais de machin et tout ça. Alors j'ai un message de notre rédacteur en chef qui nous dit que tous les matins, une paire de chips pour voir si on est bien réveillé. On va tester la solidité de notre Bon, engagement. tu prendras pour nous, je ne sais plus quoi. Voilà. Laura va nous représenter. Voilà, tout Pour tout le monde. Hein. Très bien. Alors les amis, à côté de cela, j'ai un no kiff. Vous savez, on est en saison des pluies, donc il faut faire vraiment attention. Face aux inondations, évitons tout zèle. C'est mon no kiff du jour, on regarde ensemble. Il va où? Faut partir avoir. Faut partir. T'as dit, à te 2000 faut partir. C'est un marin, faut partir. C'est lui l'enfant guerrier qui se joue les Django. Faut partir. Vas-y. Champion, faut partir. En fait, je m'apprêtais à chanter exactement la même chanson. Salut l'enfant guerrier. Il gonfle sa boîte. Bon, moi Traverse les eaux. Voilà, moi j'ai entendu dire que c'est un marin. Voilà. Moi je pense que chapeau quand même pour le commentateur. Ouais, franchement, bravo. Je suis tombé sur cette vidéo. Ouais, au-delà de la peine des riverains et tout, franchement, il a fait vraiment. Attirez 2000 pour le commentateur. Voilà. Franchement, s'il voit ce message, c'est bien qu'il nous fasse un petit message. Hein, on va le attirer 2000. Voilà, c'était une affaire. Bon les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire. C'est la saison des chefs dans l'univers de la gastronomie. On en trouve partout et à toutes les sauces. Sur le plateau de PPLK, le chef JJ Jean-Louis Arthur met les pieds dans le plat sans langue de bois. À se délecter également vos séquences préférées People Box et Vérité par l'image. PPLK avec le chef JJ à déguster maintenant et sans modération. Un sommaire est devenu un moment de cette émission. Le chef met les pieds dans les plats. Mon Dieu, d'y avoir pensé. Chapeau Jack. Chef JJ, Arthur Jean-Louis, qu'on reçoit maintenant. Bonjour chef. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai que j'oserais imaginer, comme dans la photo derrière, je me suis dit, vous vous baladez tout le temps avec votre... Il y a un nom pour désigner cette... Ce chapeau-là? Une toque. Une toque. Une toque. Ouais. Ok. Très bien. Donc vous ne baladez pas partout avec une toque? Non. Très bien. C'est sa tenue de service. Exactement. Voilà. Très bien. Vous êtes rentré sur une musique des patrons? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire beaucoup d'ailleurs. C'est plein de sens. Et à l'époque, quand j'étais encore en France et que j'étais dans le métro, quand il faisait très froid,
c'est ce que j'écoutais pour me donner de la force. Très, très bien. Vous en parlez, vous parlez de cette période difficile. Là, on aura l'occasion d'évoquer ce parcours-là qui vous conduit aujourd'hui au rang des chefs les plus respectés, en tout cas des fiertés nationales de notre pays. C'est un peu ce qui justifie votre présence, un partage d'expérience, et on aura votre regard sur ces vrais faux chefs dans notre pays. Ce qui nous a rien ramené à manger, c'est pas très top, mais bon. Je peux vous assurer qu'avec rien, il fait tout. Voilà, il fait tout. On va être patient, peut-être à la Faut être patient, faut être patient. On va être patient, peut-être à la fin de l'émission. Bon, alors chef, tous les jours à cette émission, il y a madame qui fait un tour sur Internet et nous ramène ce qui fait le buzz. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Ça sera juste après le jingle. On va découvrir. Et bien aujourd'hui, dans Potin du Net, on parle de Dizzy Stone et son père, la star congolaise Koffi Olomidé. Eh bien, il est su de tout le monde que les deux célébrités ne sont pas en odeur de sainteté. Mais depuis plus d'une semaine, une nouvelle affaire met la famille au cœur de polémiques. Cette fois-ci, le problème viendrait de cette chanson. Titrée Héros National, cette chanson extraite de l'album Monde Arabe sorti en 2004 avait un pan qu'on vient de s'écouter tout à l'heure dédié à Dizzy Stone qui est mannequin et qui, je rappelle, est la fille de Koffi Olomidé. Et puis depuis quelques jours, cette partie a été remplacée par une autre partie. Une réédition? Bien, une réédition que je vous propose tout de suite. Et bien sûr, cette vidéo, on voit Koffi Olomidé accompagné de sa nouvelle compagne, Cindy Lecoeur, et c'est d'ailleurs son nom qui chante dans cette chanson à la place de celui de sa fille. Donc on entend Cindy Love. Ce réaménagement dans la chanson de Koffi Olomidé a créé une trend sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, où des millions d'utilisateurs continuent, eux, de danser sur l'ancienne version. Est-ce que c'est pour apporter le soutien à Dizzy Stone? On ne sait pas. Mais en tout cas, à la suite de tout ceci, la petite est sortie, la fille de Koffi Olomidé, Dizzy Stone. Dans une série de vidéos Snapchat, elle a révélé qu'elle ne savait même pas que son nom était chanté dans cette chanson et qu'il soit retiré ou pas. C'était vraiment pas ses affaires et que elle était vraiment indifférente à toute cette histoire. Et nous, on se demande, on va poser la question à notre invité, même s'il n'est pas imprégné forcément du showbiz, est-ce que vous estimez que avec le niveau de leur célébrité, ils doivent gérer autant leurs problèmes de famille sur les réseaux? Bon, pour ma part, oui, la vie de famille n'a absolument rien à voir avec tout ce qui est business. À partir du moment où c'est mélangé, ça va forcément créer de la polémique. Donc ils ne pouvaient pas se passer de faire ça sur les réseaux. Puis en même temps, personnellement, si je mets le nom de ma fille dans l'une de mes chansons, pour rien au monde, je la changerai parce que c'est mon sang. Donc la compagne, c'est vrai, c'est l'amoureux du moment, mais elle passe, quoi. D'accord. Pas ma fille. Moi, je ne l'aurais jamais fait. Peut-être qu'il y a un petit message derrière que Koffi voulait passer à sa petite pour lui dire... D'ailleurs, ce n'est pas la seule chanson. Et puis, comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment pas la première fois. Depuis un bon moment, ils sont dans ce schéma conflictuel-là. Mais bon, on espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'un jour, on va voir Koffi Olomidé et Dizzy Stone s'embrasser et filer le parfait amour. J'avoue que la version avec Dizzy Stone... Ouais. Parce que normal, c'est la version originale. Après, l'hôtel un tout petit peu... bon, enfin bref, comme tu as dit, on va souhaiter la paix dans la famille de notre cher Koffi. Comment? Quoique c'est pas véritablement son nom, Koffi Olomidé. Non, pas du tout, pas du tout. C'est la famille Koffi. Ouais. Koffi Olomidé, à l'état civil, Antoine Christophe Agbepa Mumba. Il n'y a pas de Koffi. Ouais. Non. Lui, c'est son vrai nom, notre invité. Jean-Louis Arthur, JJ. D'ailleurs, dans une chanson, on a l'occasion d'en parler. Il y a des fiertés quand même d'être Monsieur JJ aujourd'hui. Vous avez compris l'allusion. On va la rattraper tout à l'heure. Vous êtes chef depuis combien de temps? Alors, je suis chef depuis, on va dire, 2008. Je dis bien chef, pas cuisinier.
chef. Chef depuis 2000 Depuis 2008. Depuis 2000. Jusqu'à, on va dire, en 2016. Et de 2016 jusqu'à maintenant, je suis passé directeur. Directeur. C'est bien. Avant de revenir sur votre parcours, on aimerait bien savoir comment naît l'amour pour la cuisine, parce que ce n'est pas commun en Afrique dans nos traditions. Les femmes sont à la cuisine, les hommes sont un peu plus éloignés de la cuisine, ils viennent quand c'est prêt. Donc comment chez vous ça naît cet amour pour la cuisine? J'avoue qu'on ne partage pas toujours le même point de vue, mais bon, juste pour la beauté de l'émission, je dois accepter cette question. Bon, personnellement, partout où je passe, hein, je donne toujours cette rectification, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser que la cuisine n'a été que pour les femmes. Okay. Alors qu'en vérité, non, parce qu'avant, il fallait chasser. Et celui qui chasse, en général, c'est lui qui cuisine. Okay. Voilà, donc c'était ce symbole-là. Donc, moi, ma passion est venue de ma mère, en fait. Voilà, ma mère qui était restauratrice à l'époque et qui avait son restaurant au niveau de Koumassi, qui s'appelait le Jardin d'Éden, donc dont ma mère gérait, en fait. Et à cette époque-là, j'étais tout le temps avec elle. Très bien. Voilà. Alors, on est passé du petit Arthur qui était avec sa maman et tout ça, jusqu'à aujourd'hui devenir directeur, parce qu'après on va expliquer un peu la hiérarchie. Mais avant, on a envie de vous voir dans votre environnement, hein, histoire de planter le décor dans la tête de nos téléspectateurs pour dire qu'aujourd'hui, c'est un grand chef et directeur qu'on reçoit. Regardez. Dépêche-toi, Jean, dépêche-toi, vite. On y va, Charlie. Tu viens dans le plat. Une louche là-bas, s'il te plaît. Une louche. Alors, on va commenter un peu cette vidéo là. Ça va, Brice chef. Non, c'est. Fallait que ça tombe ce jour là. Fallait que ça tombe ce jour là. Qu'est-ce que c'est là? Là, on vous voit en cuisine, chef. Ça. Et c'était quoi le repas par exemple donc là, comme je disais tantôt, c'était un kejenou de langouste. Il faut dire que toutes les recettes peuvent se décliner. Hein. Donc on a toujours eu l'habitude de voir. Kejenou et langouste. Voilà, donc j'ai voulu là représenter un peu le kejenou dans son authenticité. C'est ça. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, qui n'est pas vraiment du kejenou. Oh. Ah ouais. Voilà, malheureusement, on va en parler, mais c'est un peu ça en fait mon combat en ce moment, de rappeler à l'ordre un peu tout ce qui est en train de se déconstruire. Allons-y tout de suite, mettons les pieds dans le plat pour utiliser l'expression que j'ai entendue dans le sommaire. Ce kejenou qu'on a n'est pas le kejenou. Aujourd'hui, la plupart du temps, ce que les gens présentent, c'est une soupe. Okay. Donc vous allez voir une soupe de volaille. À la base, dans le kejenou, il n'y a pas de sauce à la base. Ce n'est pas un plat à base de sauce du tout. C'est comment? Alors le kejenou, il est cuit dans un pot de terre, dans un canari. Et en fait, le seul jus qu'on peut retenir, c'est le jus de la viande qui va émaner de la cuisson. Okay. Et en fait, donc, le terme kejenou qui veut dire remuer en baoulé, quand on finit, c'est en général renversé pour une personne. Donc c'est un peu comme une pâte et non pas une sauce. D'accord. Ok, donc, maintenant, en ce qui concerne les ingrédients par rapport à ce qu'on a sous nos tropiques. Là encore, c'est pareil, c'est encore une grosse déclinaison. Okay. Voilà, donc à la base, c'est un plat assez atypique qui se mange très épicé. Donc vous allez voir que les épices qu'on va y mettre dedans, du piment, de l'oignon vert, et qui sera cuit à l'étouffée. Donc c'est vraiment une cuisson par concentration. Très bien. En tout cas, on en parlera au cours de cette émission. Alors ça, pour revenir à votre parcours, hein, on a parlé de maman qu'on a suivi. Et après, comment on passe de maman du Jardin d'Éden à tous ces grands restaurants qu'on aura l'occasion d'évoquer. Nous, on le sait parce qu'on a préparé l'émission. Mais bon, pour nos téléspectateurs, il y a beaucoup de grands restaurants que vous avez dû fréquenter. Alors, comment ça se passe? Déjà, j'ai juste envie de jeter un petit clin d'œil aujourd'hui à ma mère qui vraiment a eu le coup d'œil. Voilà, il faut dire ça comme ça parce que malheureusement, on ne prend pas le temps d'observer un peu les enfants dès le bas âge, de voir ce qu'ils dégagent. Moi, c'est vrai, j'aurais pu jouer au foot, j'aurais pu... Mais honnêtement, j'étais passionné par la cuisine. Je ne suis pas un gros bouffeur, mais j'étais passionné par l'univers de la cuisine parce que c'est différent. Voilà. Et donc, du coup, quand j'arrive en France en 97,
Mon père voulait que je sois dans les grandes écoles, hein, comme toujours. Et je lui ai fait comprendre qu'en vérité, je voulais vraiment cuisiner. Et à la maison, pendant qu'il était au salon, moi j'étais avec maman derrière. Pendant qu'il arrivait dans la cuisine, je partais. En fait, je l'évitais. Parce qu'on n'avait pas grand-chose à se dire. Moi, c'était ma mère qui m'intéressait. Et c'est qu'elle était capable de faire. Parce que ma mère, tu lui donnes une aubergine, elle te sort quelque chose. Tu lui donnes un concombre, elle te sort un truc. Et moi, ça me fascinait, ça, l'univers des légumes, de tout ce qui était produit de terre, au fait, et tout ce qui était culinaire à la base, avant de devenir professionnel. Et donc, de là, elle m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment faire la médecine? J'ai dit, maman, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être hôtelier. Mais je ne connaissais pas l'univers, au fait, de l'hôtellerie. Moi, pour moi, c'était, je veux faire la cuisine. Et donc, dans mon esprit, la cuisine, c'était, on est en cuisine, voilà, elle fait son petit truc, comme je savais le faire. Et du coup, je découvre après, bon, à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas Facebook et tout ça, c'était Hi5, je me rappelle, mais on n'avait pas de présentation culinaire comme ça, donc c'était vraiment au niveau de la télévision, tu voyais un peu, on voyait les chefs avec la long talk, et c'était vraiment impressionnant. Donc là, elle va m'inscrire, en fait, à l'école hôtelière. Donc, du coup, de la passion, je vais rentrer dans le business de la cuisine et du monde de l'hôtellerie. Donc, voilà un peu la différence. Donc, au départ, je me retrouve à aller comprendre que maintenant, tu ne peux plus faire ta sauce comme ça. Il faut connaître l'origine des légumes, l'origine de la viande, quel type de viande c'est, quel type de légumes c'est, apprendre à maîtriser les grammages. Au départ, c'était un peu difficile parce que normalement, elles, ce qu'elles font, c'est de la cuisine intuitive. À l'instinct. Voilà, c'est instinctif, elle regarde, elle assaisonne. Et pour pouvoir devenir un grand chef demain, il faut avoir ça, au fait, il faut passer par là. Quand on a l'instinct, on est capable de pousser les choses un peu plus loin. Et donc, je l'avais. Et il me fallait maintenant la discipline et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il faut forcément une formation? Vous avez parlé de formation. Est-ce que la formation, elle est importante dans le parcours? Oui, elle est très importante. Et puis c'est à deux niveaux. Hein. Une formation maternelle, parce que ma mère m'a créé le chemin, elle m'a formé un peu avant de connaître aussi la formation professionnelle. Donc dans les deux cas, oui, il faut une formation. C'est vrai que quand vous dites maternelle comme ça, c'est un rapport avec votre expérience. Ouais. Mais si vous avez un fils aujourd'hui qui s'intéresse, ça sera paternel parce que c'est vous qui allez lui donner. Exactement, voilà. C'est ça. Donc, maintenant, le titre de chef, comment on devient chef? Chef cuisine. Alors, comment on devient chef? C'est des échelons qu'on gravit. Il faut dire que le terme chef à la base, lorsque nos prédécesseurs, donc ceux qu'on respecte vraiment, qu'on appelle nos pères en général, qui ont illustré ce mouvement-là, ont copié sur l'armée. Voilà. Donc le mot brigade a été tiré de l'armée pour instaurer la rigueur, l'hygiène, la propreté, le respect du temps et surtout des normes. Donc en fait, quand vous rentrez dans ce mouvement, vous rentrez vraiment au bas de l'échelle. Moi, je suis rentré, j'étais stagiaire, quoi. Vraiment stagiaire. Quand je dis stagiaire, c'est stagiaire. Hein. C'est pas... ici, souvent, on a les stagiaires, quand on les envoie, ils se plaignent. Non, non, moi, j'ai fait le tour de Paris 3 fois, quoi. On m'envoyait seulement. Parce qu'il fallait apprendre, en fait, l'obéissance au départ. Le respect de la hiérarchie, c'est quelque chose qui est indéniable en cuisine. Tu ne peux pas lever la voix devant un responsable en cuisine. C'est impossible. Je parle bien d'une vraie brigade. Hein. Parce que pour nous, c'est comme des demi-dieux, en fait, sur Terre. C'est le grand chef, pour avoir accès à lui, il faut que tu trouves d'abord son sous-chef senior, son junior, son chef de... Avant d'avoir accès au chef, quand le chef il arrive le matin et il te salue, c'est le bras qu'il faut garder, quoi. Parce que... non, c'est une bibliothèque, ce mec-là. À l'époque, moi, celui qui m'a donné ma chance aujourd'hui, Philippe Legendre, mais c'était le chef du Georges V. C'est lui qui m'a fait rentrer au Georges V. Pour moi, c'est un demi-dieu sur la terre. Il m'a tout appris, ce gars-là. Donc c'est quoi alors réellement le rôle d'un chef? Et après, c'est quoi la différence entre un chef et un cuisinier? Parce que vous avez dit qu'il y a une grande différence. Oui. Donc, pour répondre rapidement à l'autre question, la première question, on devient chef, on gravit les échelons. Donc, oui, au départ, stagiaire, et ensuite commis, second, et ensuite, on devient chef. Alors, le cuisinier, il va exécuter ce que le chef aura conçu comme menu. Voilà. Donc, tu peux être un très bon cuisinier, mais tu n'es pas encore à l'étape de chef. Un chef, il va piloter la cuisine avec ce qui a été conçu comme menu et tout ce qui est mouvement de la brigade. Le chef exécutif, il va piloter tout l'ensemble du mouvement par les stratégies business et finance. Donc là, aujourd'hui, je suis passé chef exécutif et ensuite après directeur. Voilà.
D'accord. Donc le chef, c'est complètement c'est le maestro en fait. Voilà. Le maestro, l'homme orchestre. Ouais, le chef d'orchestre. Exactement. Voilà. Et après, chef, il y a chef exécutif. Ouais. Donc lui, en général, il est au-dessus du chef. Lui, en général, quand il vient, vous voyez ce qu'on voit en général dans les télés, il arrive, il a une idée, il s'y tient, je vois la carotte, peut-être faire un truc, et là, tu as tous les chefs autour, et il institue sa recette, et le reste l'applique. Et après, on devient directeur. Exactement. Alors, qui vous dit que vous êtes chef exécutif? Comment on vous discerne? Voilà, c'est structuré tout ça. Voilà. Alors, c'est les pairs. C'est les pairs. On ne s'autoproclame pas chef. Non, c'est impossible. Dans le jargon, c'est comme si vous rentrez à l'armée, et puis vous êtes à un petit grade, et puis demain, quand vous devenez général, il faut que quelqu'un vous ait donné le sticker. Donc c'est ça, c'est des longues années d'apprentissage. Jusqu'à présent, j'apprends toujours, je découvre toujours, mais quand j'ai mes doutes, mes craintes, c'est mes pairs, c'est mes chefs qui vont me dire « tu es là, aujourd'hui, prompte à gérer ce mouvement-là ». Et ils vont me mettre en face d'une situation que je dois gérer. Alors, pour enrichir un tout petit peu votre témoignage et montrer à quel point ça peut être très important d'avoir les distinctions ou le positionnement qu'il faut, quand vous étiez commis, par exemple, oui. Commis, c'est après stagiaire, donc commis, c'est... C'est ça. Combien, par exemple, vous touchiez exceptionnellement? Bon, j'étais dans une grande maison aussi, oui. Hein, il faut le dire. Mais j'étais pratiquement à 2500, ouais, 2500, 2600 euros à peu près. J'étais dans une grande maison, comme j'ai dit. En France, c'est autour d'1,5 million, 2 millions, autour de ces eaux-là. Ouais. On entend également une expression couramment dans votre milieu, chef étoilé. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça aussi, c'est l'un de mes plus gros combats ici. Ça. Je dis souvent aux gens d'arrêter, parce que l'étoile, c'est une distinction qu'on donne pour une compétition à laquelle vous participez. Et donc, le plus haut niveau, qui est aujourd'hui, qu'on appelle le MOF, donc meilleur ouvrier de France, vous allez voir ces chefs-là qui ont le col bleu, blanc, rouge. Vous l'avez, et eux, en fait, sont des ambassadeurs. Donc, c'est une compétition qui est vraiment à un très haut niveau. Et donc, quand ils sont à ce niveau-là, qu'ils gagnent l'étoile, là, ils sont étoilés. Donc, si jamais je travaille dans une cuisine d'un chef étoilé, on peut dire que j'ai participé à une brigade d'une cuisine étoilée, mais je ne suis pas un chef étoilé. L'analogie, elle est parfaite, hein, pardon, elle est parfaite avec l'armée, hein, oui. Parce que les généraux... Exactement, c'est la même chose. Leurs étoiles, c'est exactement la même brigade, chose. on parle de chef étoilé. Oui. Alors, dans la cuisine, qu'est-ce qui est important? C'est le goût, la quantité ou le temps de cuisson? Qu'est-ce qui est important? En cuisine, tout est important. Le temps est important. Rien n'est à négliger. Je suis d'accord. Rien n'est à négliger. Dans une cuisine, on vous dit c'est meilleur mec et nous, ça fait 2 heures après. Voilà. Ouais, le temps de cuisson, franchement. Non, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous ne maîtrisez rien, vous ne quantifiez rien, vous ne pouvez rien contrôler en fait. Donc, on ne voit que la finition, mais le déroulé, nous on est debout depuis 4 heures du matin. Et on va dans les plus gros marchés, donc à minuit, quoi. Donc à minuit, on va rencontrer les maraîchers, les poissonniers, les bouchers. Quand on arrive à 9 h, tu n'as plus rien sur le marché. Mais je pose cette question parce que ici, on est plus porté généralement, pas pour tout le monde, hein, voilà, mais c'est une perception au niveau de la quantité. C'est vrai que ce que vous présentez, c'est pas mal et tout, mais le public, celui qui a faim, dit bon, j'aime quand c'est plus. Lorsque la quantité est suffisamment présente, le goût, ouais, qui peut-être relativement, mais la quantité. Peu importe le temps de cuisson. Est-ce que ça aussi, c'est les choses auxquelles vous prenez compte? Bien sûr, la quantité y est. Après, comme je dis, c'est différents gaps, c'est différents secteurs d'activité. Si vous allez manger dans un restaurant gastronomique, justement, vous allez voir que vous allez manger sur plusieurs échelons. C'est ça. Si vous allez manger dans un restaurant moderne, qu'on voit aujourd'hui communément à Abidjan, vous aurez une belle quantité. Si vous allez manger dans un restaurant appelé peut-être, comme on dit ici, les maquis ou la street food, vous allez aussi avoir votre part. Mais nous, dans notre déontologie, c'est un système de travail qu'il faut respecter. Donc, depuis l'accueil du client, au choix du menu, le respect des quantités, le respect des normes, tout ce... En fait, vous vivez une expérience culinaire, en fait. C'est ça. Moi, j'ai envie de poser souvent la question aux gens. J'ai dit, combien de fois vous êtes allé au restaurant, aller manger, vous avez pris la peine de demander qui est le chef? On ne le fait jamais ici. Parce qu'on se dit, on a bien mangé, c'est le cadre en fait qui nous plaît. Mais en vérité, dans notre métier à nous, il n'y a pas que le cadre. Le chef fait partie du cadre.
on vend de la valeur, on vend une excellence, on vend un corps de métier. Et c'est pour ça que les gens viennent. Et ça nous pousse à demander finalement la gastronomie. Ouais. La gastronomie, c'est Vous quoi avez posé exactement? une question, je vais la poser. Voilà. La gastronomie, en fait, je vais parapher comme ça. Hein. Okay. C'est un style de fonctionnement. Okay. Voilà. Qui comprend? Qui comprend depuis la sélection des produits jusqu'à l'achat, jusqu'à la conception et la finition dans les plats. On ne s'arrête pas là. Ensuite, on a les vins, la sélection et l'accord mets et vin, donc le vin qui va avec le plat, parce que ça c'est important. Et ensuite, on a le service qui est dédié au style gastronomique, qui n'a rien à voir avec un plat qu'on peut réaliser et on dit ça c'est un mets gastronomique. Non, la gastronomie en général c'est un style de service. Okay. Donc, c'est qui est différent, par exemple, de fast-food, Carrément, qui est différent de maquis. Carrément. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, dans un maquis, bon, il y a les chefs dans les maquis, non, pas encore. Il y a les cuisiniers. Il y a les cuisiniers. Les cuisiniers. Très bien. D'accord. Et tout à l'heure, en ce qui concerne la gastronomie, l'art de la table, est-ce que tout ça, c'est compris? Et effectivement, ça fait partie. Ça fait partie. Aujourd'hui, nous qui sommes des chefs, lorsqu'on va recevoir une personnalité, ou peut-être vous venez dîner dans mon restaurant, ma préoccupation ne sera pas de se dire ils n'ont qu'à venir, ils vont choisir, ils vont partir. Non. La petite attention, c'est qu'est-ce que monsieur aime? Est-ce qu'il est plutôt carnivore ou il est plutôt poisson? Est-ce qu'il y a des allergies? Avec le poisson, quel type de poisson il choisira? Est-ce que c'est un poisson d'eau douce? Est-ce que c'est un poisson de mer? Avec ça, quel mets on pourra maintenant mettre en place? Donc vous venez vivre en fait une expérience culinaire. Et la plupart du temps, les gens disent on va bouffer. On ne bouffe pas au restaurant. Non, on va déguster, on va manger. Très bien. Et on prend le temps de vraiment faire les choses correctement. Alors, chef, je vais casser un mythe aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si c'est un mythe, mais c'est une légende. Le fameux fougou, il existe vraiment? Ce poisson, dit-on, qui est... Le fougou. Le fougou, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Il est préparé. Il y a une légende autour pour dire que par les meilleurs chefs, et quand sa cuisson n'est pas, il passe du repas au poison. Du repas au très gros poison. Parce que si ma mémoire est bonne, c'est un poisson, pour pouvoir le travailler, il faut 7 ans de préparation. 7 années. Parce qu'il faut le travailler pendant qu'il est encore vivant. Donc il faut vraiment avoir une lame assez là, c'est encore... c'est un autre level. On rentre dans la cuisine japonaise. Est-ce qu'on considère la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme une destination culinaire particulière, avec l'ensemble des mets qu'on a ici? Est-ce qu'à l'international, la Côte d'Ivoire est reconnue pour être une destination culinaire? De ma position, je dirais oui, parce que nous sommes pratiquement tous en train de rentrer. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une plateforme où on a des hôtels, des restaurants, tout est en train de sortir. Et la demande se fait de plus en plus. Et donc, ouais, c'est une grande destination. Je pense que d'ici 2040, on pourra parler des chefs comme il faut. Voilà, vous en parlez, ça va être la dernière question de l'Axe. On parle des chefs. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des chefs qui sont étoilés, directeurs, exécutifs un peu dans votre style, puisque vous avez évoqué ça? Alors après, ça dépend des parcours. Si on veut pousser plus loin, moi je veux pousser parce que je ne veux pas m'arrêter là. Je veux devenir demain propriétaire. Donc pour ça, être cuisinier ne suffit pas. Tu peux être un très bon cuisinier, mais un mauvais gestionnaire. Donc après avoir connu la cuisine, il faut connaître la gestion de l'hôtellerie. Après avoir connu la gestion, il faut connaître la gestion du personnel. Donc il y a tout ça qu'il faut mettre ensemble. Et quand vous avez ce logage-là qui est pour vous maintenant, là, vous pouvez devenir patron. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup commencent et malheureusement, ils ferment très tôt, quoi. Très bien. Ouais. J'ai une boîte ici, je vous remets la boîte et on vous explique pourquoi. Alors, chef Djedje, on a des internautes qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc, ils ont décidé de vous poser des questions, histoire de savoir un peu plus sur votre univers. Vous allez prendre l'une à la suite de l'autre, les lire à haute voix et puis répondre sincèrement. Je pense qu'il n'y a rien de méchant. Donc, exceptionnellement, on n'aura pas de joker, le roi, ou pas? Non, pas de joker. Voilà. Pas de joker. Ça nous voilà peut-être un repas, mais bon, c'est pas grave. D'accord, donc j'ai tiré la première feuille. Hein. C'est ça. Votre regard sur les concours culinaires en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les titres attribués, restez assez critique. Y a-t-il un peu de frustration derrière cela? Déjà, moi, je tiens un peu à tirer mon chapeau à ces personnes-là qui permettent à ces jeunes-là, justement, d'avoir accès à cet univers. Mais ma désolation est un peu de voir qu'on ne met que la compétition, en fait. La compétition ne définit pas un chef ou un cuisinier. Vous pouvez gagner une compétition là,
et puis en fait ne pas avoir une belle carrière du tout en fait. Voilà. Donc ce qui est important, compétir c'est bien, mais préparer l'après-compétition. Voilà, c'est ce qui est important parce que devenir cuisinier, c'est vraiment sur un long parcours. Parce que ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup d'attributions et l'expérience aussi. Voilà, et l'expérience. Bon, je pense qu'on l'acquiert après sur le chemin. Hein. Moi, j'ai rencontré des chefs français, j'ai rencontré des chefs japonais, des chefs thaïlandais, des chefs indiens. Je veux dire, pour pouvoir être un peu globe-trotter comme ça, il faut avoir vraiment beaucoup de patience et apprendre au quotidien. Donc, je peux participer à une compétition là tout de suite, boum, j'ai gagné. Mais ça ne fait pas de moi encore celui que je dois être. Parce que les pairs derrière savent, j'ai gagné une compétition, mais je n'ai pas encore gagné un établissement. Mais déjà, c'est vrai que c'est important que, au moins, je pense que déjà, il faut plus ou moins reconnaître les différents efforts parce que le dire ainsi, ça peut quand même étouffer le dynamisme de toutes ces personnes qui font au moins l'effort d'encourager, surtout d'insuffler un dynamisme au niveau du milieu culinaire. Mais au-delà, en Europe, il y a ce qu'on appelle le guide de Michelin qui attribue toutes ces étoiles. Ouais. C'est un peu vers ça qu'on est en train de partir aujourd'hui. Alors, excusez-moi, je pense que là, mon petit côté Bétela va prendre le rôle de... Vous savez, le guide Michelin, c'est une distinction qui est assez importante. Décerner une étoile, c'est pas un travail de 6 mois. Mais il faut qu'on commence. Bien sûr, mais on est encore loin de là, au fait. Je veux vraiment qu'on comprenne l'importance de cet engagement dans ce travail-là. On est très loin. On est très, très loin. Et moi, je veux vraiment qu'on se mette un peu sur la ligne. Avant le guide Michelin, il y a le Goemio. Les fourchettes. Déjà, regardons les fourchettes avant d'aller aux étoiles. Parce que il y a les conditions qui doivent être réunies. Il y a le lieu où on travaille qui doit être réuni. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, fait un très gros travail sur l'hôtellerie et la restauration avec toutes ces infrastructures qui sont en train de mettre en place, raison pour laquelle je parlais de 2040. Aujourd'hui, tous ces hôtels qui sont en train de pousser en Côte d'Ivoire sont en train de rentrer dans les normes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses demain qui vont s'arrêter. Je prends l'exemple, vous voyez des cuisiniers venus en cuisine en tapette, ils n'ont pas de tablier, la tenue complète, ils ne la savent même pas, ils ne savent pas qu'on est dans un lieu à haut risque. Il y a des lames, il y a des flammes, il y a du gaz. Tout ça, il faut le connaître. Ce n'est pas juste cuisiner, au fait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important avant d'arriver là. Deuxièmement, la connaissance des produits. L'origine. Aujourd'hui, si on doit cuisiner un plat, je n'ai pas envie de dire que je veux mettre à défi, mais la plupart, on a tendance à voir tout est mélangé et on mange, c'est bon. Mais est-ce qu'on prend la peine de se demander d'où ça vient, comment on le fait et comment on arrive à ce résultat-là? Donc, il y a un gros travail en amont qu'il faut mettre sur pied. Très bien. Voilà. Chef, il y a une deuxième question. Il y en a une autre. Ah oui, pardon. Sa question est très pertinente, hein. C'est important. Seriez-vous tenté de réaliser un record Guinness culinaire pour inscrire le nom de la Côte d'Ivoire dans ce défi mondial? Bah, pour mon pays, oui, ça serait l'une des plus grandes joies. J'ai vu déjà, comment il s'appelle, chef Zénab Bansé, que je respecte beaucoup, qui a fait un travail formidable. Elle a dû le faire 2 fois, je crois. Et j'avais même délégué avec les collaborateurs des chefs pour aller la soutenir. Malheureusement, j'avais une réunion assez importante, donc je n'ai pas pu être là. Mais on a dû voir certains chefs qui sont venus apporter leur soutien pour lui dire que oui, on est avec elle. Et pourquoi depuis vous vous êtes pas lancé vous-même, personnellement, depuis? Comme je dis, c'est mes aspirations. C'est ça. Là, aujourd'hui, me faire connaître, est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. Mais un Guinness Book Record, ça prend du temps. Là, aujourd'hui, j'ai 3 hôtels à gérer. J'ai des réunions à n'en point finir. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais néanmoins, le côté culinaire, chef, je ne l'abandonne pas parce que là, je suis beaucoup dans l'administration, c'est vrai. Mais pourquoi pas, ça serait une belle expérience quand même. Très bien. Une autre question? Oui. Non, ça va. On a gardé que 2 aujourd'hui. Voilà, on est gentil parce que on veut. D'accord, donc la troisième, je... Non, c'est bon, on la D'accord, merci. Très, très bien. Alors, justement, on évoquait avec vous, chef, les questions de normes. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se prétendent chefs, juste parce qu'on est dans une cuisine, donc on a le chef. Et même nous, par appui de langage, dès qu'on voit quelqu'un dans une cuisine, ah, c'est le chef cuisinier. Oui, je pense que c'est
ça fait partie de notre manière de parler, hein. Mais après, dans le milieu, on se connaît et on sait. Et moi, personnellement, pour pouvoir donner un peu plus de poids à des collaborateurs qui sont en train de monter, cette attribution elle est donnée pour lui dire voilà ce que tu pourrais, pour que tu pourrais devenir. Mais on sait très bien, quand quelqu'un est promu à ce poste-là, c'est parce qu'il le mérite et qu'on lui a donné cette attribution. Dans votre expérience en Europe, est-ce que vous avez déjà proposé des plats ivoiriens et quelle était la réaction des personnes qui ont... Alors, oui, j'ai proposé des plats ivoiriens à des sommités. Et je me rappelle, quand j'étais au Spread Eagle, encore en Angleterre, on avait reçu une délégation ivoiro-russe. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui aimait bien manger la sauce graine, justement. Et puis il disait... vous les chefs là, français, est-ce que vous aimez, est-ce que vous savez même cuisiner Et je l'ai mis au défi. Et je lui ai dit, dites-moi ce que vous voulez, je vous le cuisine. J'ai donné rendez-vous le lendemain, effectivement, ils sont venus à 10. Et ça a été l'un de mes plus gros pourboires d'ailleurs. Ouais, j'avais reçu 2000 €, je crois. Il était tellement content, j'avais acheté de l'agouti, de la biche. Et j'ai fait la sauce graine comme ma mère le faisait. Vous savez, avec du câblé à l'intérieur, avec le gombo sec qu'on aime bien, vous savez, le petit truc juste léger. Et il y en a un qui font le sous dont on parle aujourd'hui. Du foutou je l'ai fait avec du foutou. Ok. Je l'ai fait avec du foutou. Ah ouais, donc vous validez le foutou fait à la machine et tout là? Des personnes qui disent non, c'est pas le même goût? Bon, pareil. Personnellement, moi je suis pas contre cela parce qu'on est... La vie, elle est évolutive. Ouais. C'est ça. Parce qu'honnêtement, à l'époque, quand nous on travaillait la pâte à choux, tu fais 2 kilos de pâte à choux à la main, à un moment donné, voilà, c'est un peu... Aujourd'hui, je suis bien content de savoir qu'il y a un petit robot mixeur qui peut me taper ça rapidement. Donc, je ne suis pas contre ça, à partir du moment où on peut avoir la finition d'un produit assez correct. Ma mère, je lui ai offert un cuiseur de riz qu'elle n'a pas utilisé. Elle dit la première fois qu'elle l'a utilisé, il n'y a pas le goût de la mamie. Après, c'est ça, on a le petit côté, on a envie d'apporter sa touche, mais croyez-moi, quand vous faites 500 couverts, 1000 couverts, vous êtes bien content d'avoir une machine qui peut vous taper 1000 photos là tout de suite et puis on peut bien manger. On parle aussi d'un truc, des mélanges de poissons, viande. Il se dit que c'est dangereux, est-ce que c'est vrai? Non, mais il faut dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui fait ça en fait. Trop de viande dans sauce ne gâte pas la sauce, on dit généralement. Si, elle gâte la sauce. Pourquoi? Parce que quand on prend les crustacés, on prend la viande et on prend tout ce qui est produit de terre, mis ensemble, il faut qu'il y ait un temps de conservation. Parce que les deux ne rendent pas ça ne se prolifère pas de la même manière. Okay. Les crustacés, ils pourrissent vite. Donc, 2 jours dans une sauce, vous allez voir que ça va virer tout de suite. Mais faites un plat uniquement qu'à base de poisson, vous allez voir. Okay. Vous allez le conserver mieux longtemps. Et puis, voilà. Alors, mais nous, ici, on a eu l'habitude de tout mélanger. Soupe du pêcheur, ça s'appelle. Soupe du pêcheur, il y a crabe, escargot, pain, sardine et tout ça. Chef, justement, un de vos combats... Moi, j'ai posé la question. Hein, et jusque-là, je n'ai pas encore eu de réponse. Et je passe partout. Je demande toujours aux gens, qu'est-ce que l'escargot fait dans la soupe du pêcheur? Bon, oui, qu'il n'y a pas de... Parce que la soupe du pêcheur, c'est censé être une marmite avec des fruits. Je veux bien comprendre des bigorneaux, je veux bien comprendre l'escargot de mer, mais l'escargot, à la base, qu'est-ce qu'il fait dans la soupe du pêcheur? Question. Une autre question. Non, lui, il n'a pas la réponse. Donc, vous trouvez que l'escargot n'a rien à voir, en fait, dans le truc? Non, c'est de là que part un peu notre côté un peu éclaté de pouvoir créer en même temps. Parce que si on se dit la marmite du chasseur, tu vois un mâchoiron à l'intérieur, la question que vous vous poserez, c'est qu'est-ce que ça fait là? Donc, on aime tous l'escargot, on ne se pose pas la question. D'autres se disent peut-être que l'escargot, bon, on ne sait pas. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Ouais, quand même. Alors justement, je disais, un des combats du chef, c'est de garder le côté très authentique des différents plats. Vous évoquiez tout à l'heure la question du kedjenou, qui est une pâte qui doit pas être... Est-ce que vous avez l'impression comme ça que ce combat-là est gagné d'avance? Non. Il y a une forme de... On dénature un peu les repas. Bon, on parlait là, par exemple, de l'escargot qui se retrouve dans la soupe du pêcheur. Peut-être qu'à l'origine, c'était pas comme ça. Non. Ouais, donc, ok. Non, non, non. À l'origine, c'était pas comme ça parce que... pourquoi aujourd'hui c'est devenu un métier et légalisé et rendu vraiment assez sérieux? C'est pour justement préserver le patrimoine. Okay. Aujourd'hui, vous allez en France, quand vous dites que je vais faire de la choucroute, il y a des chefs qui vous regardent. Et quand tu vas réaliser ta choucroute, ils vont te dire ça, c'est pas une choucroute ça. Parce que c'est un produit terroir, on sait comment on la cuisine. De même que quelqu'un quitte là-bas, il vient et dit moi je vais faire la sauce graine et il te met de la noix de coco dedans.
Chez nous, en tout cas, en Côte d'Ivoire, ça, c'est pas la sauce graine. Donc nous, aujourd'hui, nous devenons gardiens de ce patrimoine-là. Et la France l'a réussi, l'étranger l'a réussi, tous ces pays-là. Par exemple, le Sénégal réussit avec le tchèp. C'est exactement. Est-ce que nous aussi, la tchéké fait partie de ces choses qui entrent dans notre patrimoine, qui sont propres à nous, quoi qu'on entend depuis un bon moment, des Chinois qui font de la tchéké et tout ça? Plus que nous tous les chefs, on est en ce moment apeurés parce qu'on a vu qu'il y a eu l'Inde qui est en train de reprendre un peu. Si on perd la tchéké, on a tout perdu. C'est l'or noir en fait de la Côte d'Ivoire, ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour préserver tous ces différents patrimoines culturels? Ce qu'il faut faire, moi je dirais, parce que c'est un métier d'artisan. Voilà. Et à l'une de mes conférences, une fois, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'école de transformation? On pourrait l'avoir ici. Une école de transformation. C'est vrai, on a accepté le fait que la Suisse fasse notre chocolat, mais côté agriculture, on peut avoir une école de transformation. L'igname, comment on fait qu'il devienne le foutu igname ou en frite ou peu importe. Le manioc, comment le travailler de sorte que... Il y a des écoles qu'on pourrait mettre en place. Et ça pérennise un peu notre travail. De se dire, tiens, celle-là qui va prendre le manioc, le sélectionner, le gratter, le presser, et ensuite passer maintenant à l'étape de la fabrication, mais c'est quelque chose... C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et si on arrive à valoriser ça, je pense qu'on aura tout gagné. Les gens vont vraiment... Puisqu'on parle de la tchéké, vraiment, il serait important qu'on évoque un peu la question de notre garba national. Quand vous regardez le garba, aujourd'hui, avec toute l'expérience, toute la discipline, toutes les normes, et puis on pique notre fourchette dans le garba, dans des conditions que je ne vais pas évoquer ici. Mais c'est tout. Une très sombre. Quel est le regard du chef par rapport à ça, quand même? Pour quelqu'un qui a quand même... C'est vrai que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Hein. Je suis né ici, je suis natif. J'ai connu, moi, l'originel garba. Parce qu'aujourd'hui, ça a été... Là, on est dans la déclinaison. Hein. Oui, hein? Avant, garba, c'était oignon, piment vert, la tchéké et le poisson, point. Et voilà ce qu'on pouvait voir. Mais aujourd'hui, il y a eu pas mal de déclinaisons. Mais là encore, ça pourrait être un bon patrimoine parce que ce plat, il a évolué au fil du temps. Il a grandi au fil du temps. Moi, il y a des hôtels où j'ai travaillé, il y a des ministres qui viennent, ils demandent le garba. Il faut le faire, comme à l'ivoirienne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, on voit ce plat-là comme les gens le perçoivent? Nous, on se dit, bon, c'est juste ça, c'est de la tchéké. C'est notre quotidien. Voilà, alors que c'est du thon. Et je tiens à préciser, c'est du thon blanc et non pas du thon rouge. Parce que quand les gens disent souvent c'est du thon rouge, non, c'est pas du thon rouge, c'est du thon blanc. Le thon rouge, le prix, il est assez cher. Ouais, il est cher. Hein. Ouais, il est très cher, donc on ne peut pas s'amuser à le frire comme ça. Alors, à propos du thon, hein, ce thon-là, à la base, j'ai appris récemment qu'il n'est pas salé d'origine. Non. On le sale. Oui. Pour la conservation, c'est ça? C'est ça, parce que quand les gros maris vont en mer, ils ne reviennent pas tout de suite. Donc, dès qu'il est pêché, il est mis en conservation dans du sel. Et puis, il peut faire 1 mois ou 2 mois. C'est vrai, un chef, il y aurait beaucoup de questions sur la boki, le spaghetti, tout ça. Il y a beaucoup de questions. Il y a des choses comme ça qui... Tout ça, voilà, on va passer à vérité par l'image. Je vais vous proposer des images, chef, et vous allez nous dire ce que ces images-là suscitent en vous comme réaction. C'est parti. Alors, chef, voici la première image qu'on vous propose. Siagayi, quand même, c'est allé loin, quand même. C'est quoi, Siagayi? Vous expliquer ça tout à l'heure. En commentaire, mettez pour Eunice ce que c'est que le Siagayi. Mettez ça pour Eunice. Ah ouais. Ça, c'est chef Loïc Dablé. Ouais, il est très bon. On est passé, on va dire, de façon parallèle. Au moment où moi je partais du Georges V, je crois que lui il est arrivé. En fait. Ouais, on a été un peu de la même école. D'accord. Ouais. Notre fierté? Très grande fierté, oui. C'est un battant. C'est un battant, il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait. Et je crois qu'il a ouvert une école, non, je crois. Je crois. Dans le dernier reportage que j'avais vu, je crois qu'il était en phase d'ouvrir une école. Ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Oui, ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, il est porté dans la formation. Parce que c'est ça aussi, votre mère vous transmet quelque chose. On a tous le même discours. Donc, c'est ça, il y a la transmission quand même, le passage de... Notre métier, qui est la cuisine, c'est un métier de transmission. On ne peut pas ne pas... Si aujourd'hui, j'ai envie de transmettre aujourd'hui mon plat signature à cette ravissante dame qui est là, il faut qu'elle passe du temps avec moi, en fait. Il
faut qu'elle passe du temps avec moi. C'est pas tu regardes un tutoriel et tu réalises. Non, il y a des techniques, il y a des phases, il y a du temps à respecter. Et c'est après 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais qu'elle pourrait prétendre dire je vais cuisiner. Même dans le choix des ingrédients, ça Bien compte pas, sûr. là. Nos mamans faisaient ça. Quand elles te disaient viens t'asseoir à côté de moi, Oui. tu vas me regarder. C'est pas là que tu vas commencer à cuisiner. Regarde d'abord, observe. Observe, tu vas voir et certainement que à un moment donné, elle va te dire ok, prends le relais. Mais le relais que tu prends, elle est derrière. C'est ça. C'est elle qui va certifier si ta sauce elle est bonne ou pas. Ah, les C'est pas le commentaires relais de- vont suivre aussi quand même. Voilà, donc c'est Parce qu'il y a vraiment même une la méthode façon, de transmission. la façon de jeter certains ingrédients. Il y a une technique, il y a une dextérité. Toujours, Il y a toujours, tout ça. toujours. Très bien. Prochaine image pour le chef. Ah ouais, Vous savez qui c'est? ouais, je sais que c'est. C'est qui? C'est mon petit frère. C'est votre petit frère? Ah, biologique ou comme on dit ici à Abidjan, c'est mon petit frère, le petit du quartier. Ah non, 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 c'est mon sang. Ouais. Ah, c'est mon sang. Chez nous, les BT, on ne joue pas avec ça. C'est mon sang. Parce que, justement, j'évoquais tout à l'heure une petite chanson qui disait qu'aujourd'hui, l'une de ses fiertés qu'il aurait transmis à pour votre papa, c'est qu'aujourd'hui, on l'appelle Monsieur Djedje. C'est ça. Donc, est-ce que c'est cette même fierté-là que votre papa ressent quand on lui dit que son fils est chef? Parce que c'est VG Dream d'un côté, mais c'est Arthur Djedje de l'autre côté. Oui, 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 on a... Oula, l'émotion me prend un peu. Ça fait longtemps que c'est pas vu. Notre papa était quelqu'un de très... Comment je vais dire ça? Il faisait beaucoup de choses à la fois. Footballeur, et très bon sapeur, papa très élégant, très bien mis. C'est un BT, quoi. Voilà, papa savait, chante très bien d'ailleurs. C'est lui qui m'apprenait un peu la signification des chansons et tout ça. Et du coup, moi, je ressemble trait pour trait à papa. D'accord. Oui, moi, si je mets la photo de papa là, c'est mon sosie craché. Enfin, je suis son sosie craché. Alors- Lui, il a pris côté maman. Côté C'est maman. vrai que vous ressemblez En ce qui concerne VG Dream, il y a eu ce succès hein, avec le fameux titre Ramener la coupe à la maison et Ouais. tout, ce succès mondial. Comment vous l'avez vécu? Moi, j'étais fier. Bon, en même temps, je ne suis pas surpris parce que moi, avant, je faisais du rap. Avant. Ok. Donc on aura droit peut-être à 2, 3 flots. On va Moi, je ne continuer, sais pas si voilà. maintenant... Mais vraiment, c'était avant. Et lui, c'était un monstre déjà. Il ne dormait pas à cause de ça. Il vivait ça, il pensait ça. Son premier morceau, Cindy, je me rappelle quand il a chanté, on le voyait pratiquement jamais. Et vrai, il était tout le temps parti. Tout le temps. Mais aujourd'hui, je ne suis pas étonné de ce que je vois parce qu'il a bossé dur. Il a bossé très dur pour en arriver là. C'était pas facile parce que Orléans, Paris, il fallait trouver ses repères. Il a commencé d'abord avec la danse. Et après la danse, il s'est approché de la musique. Et puis voilà, donc il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Bon rapport aujourd'hui. C'est le troisième, je crois. Parce qu'entre lui et moi, il y a une fille. Il y a une fille. Très bien. Donc, big up Ouais, à il doit VG. pas- Très bien. On va évoquer les projets du chef. En ce moment, quel est le projet qui tient à cœur à Chef Djedje? Le projet qui me tient à cœur en ce moment, c'est l'ouverture vraiment de mon restaurant. Voilà. en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, ouais, parce que c'est pas facile quand vous arrivez. Les banques ne vous accompagnent pas forcément. Et voilà, mais j'ai bouclé mon projet. Et On aurait pu dire, mais pourquoi si tard, chef? non, avec Dieu, il n'y a pas... Il n'est jamais trop tard. Pourquoi? Voilà, il n'est jamais trop tard parce qu'il fait ses choses en la saison. Peut-être que j'avais encore besoin de me former, d'encore aller chercher pas mal de choses parce que, comme j'ai dit, devenir patron, c'est plus la même rengaine que quand on est en Moi, je vous ai vu sur un projet London by Night. Ah ouais. Qu'en est-il de ce projet? London by Night, c'était... je suis un peu en général one-man show. J'aime bien promouvoir la cuisine et mettre les chefs en avant. Donc, London by Night, quand j'étais en Angleterre, j'avais une amie ici qui s'appelait Cindy, avec qui j'étais en partenariat, où j'ai voulu reproduire la nuit londonienne, mais dans le contexte ivoirien. Ok. D'où le London by Night. Et donc, c'était de pouvoir permettre à tous les spectateurs et téléspectateurs de voir en même temps des chefs alignés cuisiner dans un registre qu'ils n'ont jamais vu. Voilà, donc tout ce qui est braisé, rôti, tout ce qu'on pouvait trouver, mais dans un contexte, voilà, Ivoirien. ça. Et ça n'a Donc, pas eu lieu? Non, ça a eu lieu. Ah, ok. Ça a eu lieu à Bassam. J'ai eu même la présence du maire de Bassam qui est venu. Le grand frère qui avait animé pour moi, c'était
non, pardon, Yves Dembella qui m'a fait l'honneur de venir, Govoy qui était l'animateur. Franchement, c'était bien. D'accord. Je pense que j'ai posé une question que beaucoup d'Ivoiriens se posent. En parlant là, vous avez dit que vous avez eu l'occasion de rencontrer des chefs thaïlandais. Oui. Nous ici, moi je suis jamais allée en Thaïlande. On voit sur les réseaux sociaux de la street food thaïlandaise qui vraiment fait bavarder. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a des soupes un peu... C'est quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils mangent et tout? Non, c'est vraiment ce qu'ils mangent. C'est un peu... Vous savez, quand vous êtes de l'autre côté, qu'on montre la street food abidjanaise, d'autres se disent, mais... C'est bizarre. Voilà, c'est la même chose. Il faut dire que en Thaïlande, la culture culinaire est très variée. Ok. Et c'est vraiment, quand je dis varié, c'est varié. Donc vous pouvez trouver des secteurs où des reptiles, ou des sauterelles, ou des vers, mais ça fait partie de leur culture. Mais en termes de goût, moi je conseille de ne pas être réfractaire. Il faut goûter. Un chef, il doit goûter. Un cuisinier, il goûte tout. Et pour pouvoir apporter un jugement plus clair, moi je dis toujours, c'est l'expérience. Moi j'ai eu la chance d'y aller. Un des chefs m'a fait goûter une fois ils ont un serpent là qui font sous forme de ici on appelle ça kejeno, mais là-bas c'est dans des petits pots comme ça. Dans ma tête, un serpent, machin. Mais quand j'ai goûté, j'avais de la volaille dans la bouche. Ok. Voilà. Ça avait le goût de volaille donc. C'était une belle expérience. J'ai goûté de la sauterelle, des chenilles. Et c'était quoi votre pire expérience culinaire? En matière de goût, je préfère dire. En matière de goût. Vous avez dit, ah ça c'est pas bon, ou non, j'aurais pas dû. C'était quand on est au Kenya. On m'a fait goûter du lait de vache là, fraîchement. Ah. Et je devais goûter de cœur de bœuf, mais fraîchement retiré. Vous savez, quand vous arrivez, c'est vraiment là-bas, c'est respectueux. Vous savez, quand on accueille une personnalité, et là, il faut le goûter, mais c'est cru. C'était un peu difficile, mais... C'était respectueux, mais difficile. Voilà. Après, lui, il n'aimait pas, mais d'autres ont aimé. Oui, voilà. D'autres ont aimé. Hein, et pas c'est culturel et tout. Et les cultures de c'est culturel. Je crois que ça prend tout son sens avec cela. C'est culturel. C'est culturel. Chef Arthur Louis Djedje, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. En tout cas, plein de succès. On espère vous retrouver sur notre plateau pour évoquer avec vous d'autres pans de la gastronomie, de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes un ambassadeur reconnu de ce domaine-là et toutes nos prières, nos bonnes pensées vous accompagnent. Merci. Comme on vous aime bien, on garde le beat pour la prochaine fois. Merci. Merci, chef. Merci infiniment de m'avoir reçu. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. Demain.